Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image, mais surtout bienvenue dans ce nouveau format les amis. Voici les petites Clauderies entre amis, une toute nouvelle mini-série produite par le podcast Sens Créatif en compagnie de notre cher ami Claude. Ça va Claude ? Ouais, super. On est hyper content d'être avec toi aujourd'hui. Donc dans cette petite mini-série que vous aurez le plaisir de retrouver tous les mois, inspirée par les excellents articles de Claude, nous aborderons diverses problématiques très concrètes relatives au métier de l'illustration et au métier créatif au sens large. Voilà. Jérémy, peut-être pour commencer, Claude, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore ou qui n'ont pas écouté l'épisode 2 de Sens Créatif. Oui, parce que Claude était le deuxième. Exactement, le deuxième podcast. Deuxième, ouais, c'était il y a 3 ans déjà, non ? 3 ans. 3 ans. Ouais. Alors Claude, est-ce que tu peux te présenter et puis aussi nous raconter ce qui t'a motivé à écrire les articles qu'on peut retrouver sur ton blog et dont on va parler aujourd'hui ? Ouais. Alors écoute, comme Jérémy l'a dit, je suis illustrateur. Ça fait une vingtaine d'années que je pratique ce métier. Bon, au départ, c'était pas mon métier de base, c'est une reconversion. Donc ça fait 20 ans. Comment ? T'étais dessinateur de BD à la base. Non, même avant. Non, avant j'étais technicien. J'étais technicien, ça n'a rien à voir, je réparais des ascenseurs, des trucs comme ça. Donc et puis après j'ai changé de métier pour faire de la bande dessinée. Puis j'ai abandonné la bande dessinée pour faire que de l'illustration. Voilà, l'illustration de commande. Donc de la pub, de la presse, de l'édition. Voilà, donc en gros, on va dire que je suis illustrateur de commande depuis 15 ans à peu près. Voilà. Donc je travaille pour plein de supports, puis j'ai un agent aussi. Voilà. C'était une route de travail aussi, faut le dire. Tu travailles très dur. Ouais. Dur, je sais pas, mais beaucoup. Beaucoup, voilà. ouais, beaucoup. Ouais, c'est une bonne nuance. Ouais, beaucoup. Et puis avec passion. Hein, on en avait déjà parlé dans l'épisode de Sens Créatif. Voilà. Donc, je cogite autant que je travaille. Donc je réfléchis vachement, je me pose vachement de questions sur le métier, et puis avec l'expérience, je cherche des réponses. J'ai pas beaucoup de réponses en vérité. Et il y a quelques années, j'étais amené à échanger avec un type qui avait besoin d'échanger par mail en fait sur le métier d'illustrateur. Et je me suis rendu compte que j'avais plein de trucs à dire et puis plein de questions à soulever. Et du coup, je suis passé à l'écrit. C'est un truc qui m'avait jamais traversé l'esprit. Et en fait, de formuler ça dans nos échanges, ça m'a donné l'idée d'en faire profiter un peu tout le monde. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire il y a 3 ans les premiers articles. Voilà, doucement au départ. Et puis, c'est devenu plus régulier. Et puis, bien sûr... Là, avec le temps, ça prend forme, ça se peaufine, et puis, je trouve ça vachement intéressant de poser toutes ces questions et de chercher des réponses. Et puis t'as tout mis sur ton site, c'est-à-dire qu'en fait sur ton site il y a ton portfolio, ton blog, pas mal de petites choses en fait comme ça qui vivent ensemble. Voilà, c'est ça. C'est un peu. Au départ, j'avais un peu séparé ça parce que j'étais pas super à l'aise avec l'écriture et puis le blog. Et puis j'avais peur que ça parasite entre les boulots de commande et puis finalement avec le temps je trouve que ça forme un tout. Et puis c'est pas si différent que ça, mes illustrations, mes textes, j'aime bien. Voilà. C'est très Claude. Et c'est quoi les thématiques qu'on peut retrouver sur ton blog ? J'ai pas entendu, excuse-moi. C'est quoi un peu les thématiques que tu abordes sur ton blog ? Alors les thématiques, il y a plusieurs approches. Il y a les questions un peu d'ordre technique, tu vois, le croquis, la motivation, des choses comme ça. Et puis après des choses plus introspectives sur le doute, l'inspiration. Là, le dernier article que j'ai publié cette semaine, c'est la semaine dernière, c'était sur les questions que je me pose par rapport à rester dans le coup, si tu veux rester dans le coup. Voilà. Auparavant, il y a eu un article sur la question du corps, le body, quoi, dans l'illustration. Je fais des rapprochements, je me pose des questions, voilà. Je pense que c'est ce côté hyper introspectif chez toi qui m'a attiré, je crois. On a commencé à parler, il y a un paquet d'années maintenant, mais je pense vraiment que le côté introspectif de tes textes
marié au côté hyper concret de la profession. C'est ce que je trouve hyper intéressant dans tes articles, en fait, qui sont vraiment une mine d'informations hyper précieuses. Ouais, je pense qu'il parle aux gens du métier, quoi. On se retrouve vraiment dans le cheminement en fait de tes questionnements, et c'est ça qui est hyper intéressant. Et c'est vrai que c'est ça qui nous a motivé aussi avec Jérémy à proposer ce nouveau format, c'était de pouvoir justement aller piocher dans ta base en fait de questions et en parler tous les trois ensemble, parce qu'on pense que ce sont des thématiques qui peuvent vraiment toucher les auditeurs et les auditrices, et en fait, on a juste envie à nouveau de discuter de ces choses-là. C'est quelque chose qu'on peut plus forcément faire en interview, mais qu'on peut faire tous les trois ensemble. Bah ouais, super. Il y a plein de voilà. Donc je précise quand même que globalement, je me sens pas à l'aise à énoncer des vérités, parce que moi j'essaie simplement de décrire ce que je ressens. Et du coup, bah je me pose des questions et je pose plus de questions que je donne de réponses. Voilà. Donc quand les gens arrivent avec des réponses, moi je me méfie tout de suite. Ouais. Voilà. Donc on va surtout parler de questions et puis chacun apportera sans doute ses réponses, suivant son vécu, son ressenti. Et moi c'est surtout ça qui m'intéresse. C'est Vous savez ce que vous avez à faire. Si vous avez apprécié l'épisode, vous avez des questions, bah vous viendrez en parler sur le Discord. Voilà, c'est ça. De toute façon, on a un peu la même approche. On n'est pas là pour donner des vérités absolues, mais pour parler d'expériences uniques, pour poser des questions. Et puis moi, j'aime beaucoup cette phrase qui dit « Dans le spécifique réside l'universel ». Et je pense que dans ton point de vue et dans tout ce que tu décris dans tes articles, ça va résonner avec des tonnes de personnes. Et ce qui est trop chouette, c'est que c'est des thématiques vraiment très très concrètes liées à la profession. Donc c'est pour ça qu'on est qu'on est très content de faire ça avec toi. Bon, bah super. Du coup, depuis ce fameux épisode 2 qu'on a enregistré, toi et moi, en 2019, donc ça remonte déjà, il s'en est passé des choses dans ta vie et dans ta carrière. Et notamment, cette dernière année, elle n'a pas été très facile pour toi. Et tu en as d'ailleurs fait un article, tu y faisais référence tout à l'heure, Accord perdu. Et c'est un peu la thématique dont on va discuter aujourd'hui. Mais est-ce que tu peux nous raconter un petit peu en introduction du sujet, un peu ce qui t'est arrivé cette dernière année? Ouais. Alors là, c'est le moment de plomber l'émission. Non. J'ai eu il y a un peu plus d'un an, j'ai eu un accident d'escalade. Pas très grave en réalité. J'ai fait une chute et lors de la chute, je me suis cassé le tendon d'Achille au pied droit. Donc en fait, ça fait mal déjà, et puis mais c'est pas si grave en réalité. Les gens qui font du sport, notamment les sports le foot ou le basket, des choses comme ça, ils se rompent souvent le tendon d'Achille. C'est un truc qui arrive assez fréquemment, et en réalité, bah tu te fais opérer, et c'est un peu long, mais ça se répare bien, et ça se répare même à quasiment 100% des cas, et tu peux reprendre le sport, et ça renforce même le tendon. Donc a priori, c'est pas très grave. Sauf que pour moi, ça a été un peu compliqué parce que ils m'ont fait une opération un peu ratée au départ, c'est-à-dire une opération qui n'était pas adaptée à mon profil, c'est-à-dire un type. Parce que tu peux avoir plusieurs choix sur une opération comme ça. Il y a plusieurs méthodes, voilà. Ouais, t'as plusieurs méthodes, et moi je savais pas. Et quand je suis arrivé, ils m'ont fait la méthode pour les vieux. J'appelle ça la méthode pour les vieux, c'est-à-dire ils te mettent des câbles et puis ils te rapprochent les deux tendons et ils attendent que ça se recolle. Sauf que quand tu fais du sport, quand t'es quelqu'un d'actif, bah ça tient pas en fait ça. Donc ce qui s'est passé, c'est que suite à l'opération, j'ai commencé la rééducation et ça a cassé à nouveau. Le tendon s'est cassé à nouveau. Et là, ils m'ont opéré une seconde fois. Donc l'opération qu'ils auraient dû faire au départ, c'est une opération à ciel ouvert. Donc ils t'ouvrent la jambe, ils prennent les deux morceaux de tendon et te les recollent avec des. Bon, moi ça a été un peu plus compliqué parce que comme l'opération d'avant a été ratée, ils m'ont fait une greffe. Donc ils m'ont pris un morceau du mollet pour greffer et remplacer le tendon. Et là, malheureusement, lors de l'opération, j'ai contracté un staphylocoque doré. Donc c'est une bactérie qu'on attrape essentiellement à l'hôpital. Parce que les outils sont mal lavés ou enfin mal, je sais pas comment on attrape ça, mais en tout cas c'est exactement ça. C'est la crainte de mon papa, il déteste les hôpitaux parce qu'il dit genre tu rentres pour un truc et tu ressors avec autre chose. Ouais, bah c'est ce qui m'est arrivé, et puis
bah j'ai attrapé ce fameux staphylocoque doré qui m'a infecté le pied. Et là, j'étais obligé d'être opéré une 3e fois et hospitalisé en urgence. Et bon, bah. Et là, ça peut être très grave, un truc comme ça. Là, ça peut être très grave parce que il y a plusieurs types de bactéries, sans rentrer trop dans les détails, mais les staphylocoques dorés, t'en as des gentils, ils sont jamais gentils, mais t'en as des plus ou moins méchants, quoi. Et il y en a un spécifiquement qu'on n'arrive pas à contrôler avec des antibiotiques. Et donc, si tu te le chopes, en gros, ça peut vite dégénérer, on te coupe le pied, et puis voilà, quoi. Ouais, Et puis, ouais. on te coupe le pied, et si on n'arrive pas à le contrôler, on te coupe la jambe, etc., quoi. Oh, mais le flip, t'as dû Voilà. flipper à mort. Bah oui, j'ai eu très très peur parce que j'étais à l'hôpital, ils m'avaient opéré pour la 3e fois, et puis on attendait les résultats biologiques, les résultats du labo pour savoir quel était le type de staphylocoque. Donc par chance, j'ai eu un staphylocoque doré qu'on a pu contrôler par des antibiotiques, ce qui fait que l'infection a été contrôlée rapidement, mais c'est des antibiotiques qui te ruinent, l'estomac, qui te ruinent les reins, voilà. Bon, moi j'ai pas eu beaucoup de séquelles heureusement, mais tu peux avoir de grosses séquelles. Et donc en fait, avec la 3e opération, ils ont juste nettoyé, ils ont tout refermé, et puis j'ai plus de tendon d'Achille en fait. Voilà. Ah ok. Voilà. D'accord. Donc en gros, il y a un an, les chirurgiens m'ont dit bah voilà, t'as plus de tendon d'Achille, l'infection est contrôlée, mais par contre tu vas boiter, tu pourras plus courir, tu pourras plus faire de vélo, tu pourras plus faire de l'escalade. Ouais, il te reste la natation. Voilà. Au revoir monsieur. Et je suis sorti de là, bien sûr, au fond du trou, parce que déjà j'ai été traumatisé par ce qui s'est passé. Et puis, ben, j'ai pas marché pendant quasiment 8 mois. Et voilà, la pente a été dure à remonter, quoi. Et puis faut quand même préciser que pour toi, enfin, le sport a vraiment une importance dans ta vie. Enfin, je vois, c'est un petit peu ton moyen de faire respirer l'esprit. On va en parler tout à l'heure. Mais notamment, tu vois, via l'escalade et puis le vélo que tu adores faire, quoi. Voilà. Ouais, bah oui, c'était, on en avait parlé dans l'épisode 2, je suis quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance à l'équilibre, et j'avais trouvé une forme d'équilibre entre le travail, qui est aussi ma passion, le sport, voilà, et puis ma famille. Et là, bah, tout d'un coup, il y a un des pieds un des pieds du tabouret qui s'est cassé, et je me suis retrouvé un peu démuni, quoi. Comment tu l'as vécu, du coup, le fait que cet équilibre soit cassé? Ah bah ça a été dur, hein. Je te cache pas que déjà moi qui pratiquais du sport tous les 2 jours au moins, je me suis retrouvé sans activité, sans quasiment bouger, parce que je ne pouvais même pas bouger de chez moi pratiquement, hein, à part descendre en bas chercher le courrier. J'avais pas d'activité, donc c'est très très dur de passer à une activité intense à rien du tout. Et puis bah moralement et puis psychologiquement ça a été très très dur, ouais. Mais dès le début, en fait, une fois que j'ai touché le fond en sortant des chirurgiens, j'ai réussi à trouver une équipe médicale, si tu veux, dans lequel j'ai pu reprendre confiance. Donc un médecin du sport qui m'a dit dès le début, tu vas remarcher. Voilà. Donc déjà ça, rien que ça m'a. Ah oui, ça c'est pas une parole anodine, ça. Non, il m'a dit tu vas remarcher, et quelques temps après il m'a dit tu vas recourir. Voilà. Et ça m'a reboosté. Et puis après, bah, il faut du temps en vrai, quoi, parce que le monde va très très vite, tout va très très vite. Et là, tu te rends compte il a besoin de temps. Ouais. Voilà. Et là tu te rends compte que bah le corps, bah ça va pas vite du tout, quoi. Il a son rythme à lui qui est pas celui de la société, du monde qui. C'est ça. Et ça, faut apprendre aussi, hein. C'était difficile à apprendre. Enfin, je sais que la réponse est oui. Je sais. Oui, rhétorique, mais parce que je sais que tu es quelqu'un de très actif. Et je me souviens que par le passé, quand on se côtoyait, quand j'avais pas d'enfants ou qu'on se voyait plus souvent,
tu me disais souvent que voilà, t'avais l'impression d'en faire trop, que t'étais toujours dans cette sorte de surmenage professionnel, et en même temps, voilà, c'est ton succès en tant qu'illustrateur, c'est aussi grâce à ça, mais que par moment, voilà, cette histoire d'équilibre. Donc comment tu t'es passé, comment t'as vécu le fait de passer de quelque chose d'un rythme très soutenu à ben voilà, maintenant il faut vous calmer. Bah t'es obligé, voilà, tout simplement t'es obligé. Tu sais, c'est comme c'est quelque part c'est un peu comme le burn-out. T'es obligé, quoi. T'es au pied du mur, t'as pas le choix. C'est ton corps. Après, c'est plus ta tête qui décide, c'est ton corps. Tu vois. Ouais. C'est oui, c'est vrai. tête, Les questions, enfin je veux dire les excuses que tu peux te donner en fait quand t'as encore le choix en fait, tu te les donnes plus à ce moment-là quoi. C'est l'état des choses est comme ça et par exemple bah, ça je peux pas le faire pour telle raison. Bah là non, je peux pas le faire, Voilà. Au final. Ah, tu peux pas le faire, c'est comme ça. Et tu vois tout le monde autour de. Ce que dur en réalité, c'est. Je te donne un exemple, mais c'est. Tu observes le monde du coup qui continue d'avancer, et puis toi t'es. Mais t'es spectateur, t'es en contemplation. T'es spectateur. Des choses, et je m'étais rendu compte que je regardais les gens, je regardais le tendon d'Achille des gens quand ils marchaient. Mais c'est de la folie quoi. Ouais. Je faisais une fixation là-dessus, tu vois. Je regardais les gens marcher, je me disais, ah, ça y est, c'est fini, tout. Ou quand je voyais un type courir depuis chez moi, là, depuis ma fenêtre, T'as envie envoyer des cailloux. T'es limite à pleurer, quoi, tu vois. Tu disais, ah, c'est fini, ça y est, quoi. Non, c'est horrible, mais après, bien sûr, il y a pire que moi, hein, mais si tu veux, c'est le ressenti. En fait, le monde se réduit. C'est-à-dire que on parcourt le monde, on voit plein de gens, on fait plein de choses, et puis tout d'un coup, ton monde à toi se réduit à ton petit espace intime et ton petit espace géographique qui est ta maison. Mais et puis tout se réduit au fait, voilà. Tu dis petit, Claude, mais il y a aussi une part d'essentiel là-dedans. Parce que le petit, ça peut être pris de façon très péjorative, mais ça réduit aussi à l'essentiel des choses. C'est-à-dire que justement tout ce qui est un petit peu superflu, bah, n'a plus vraiment de raison d'être questionné. Et ce qui est essentiel est là et il faut s'en occuper, quoi. Ouais, c'est vrai, mais d'un autre côté, je trouve que tu te renfermes vachement sur toi, t'es vachement auto-centré si tu veux, il y a plus rien qui compte. Il y avait le Covid, il y avait j'en sais rien, tu vois, je me souviens plus de l'actualité, mais moi mon monde se réduisait à la cicatrice qui guérissait pas, quoi, tu vois. C'est terrible en fait. Oui, c'est comme un tunnel qui se rétrécit de plus en plus. Ouais, c'est ça, t'es dans un tunnel et puis tu vois pas le bout. Enfin moi ce qui s'est passé c'est que toutes les 3 semaines j'avais des mauvaises nouvelles, en gros, hein. Et ça a duré 3 mois et tu t'en vois pas le bout, quoi. Tu te dis, je vais pas m'en sortir. Mais les gens qui voient ça de l'extérieur, ils se disent, mais non, mais t'inquiète pas, tu vas remarcher et tout. Mais toi, tu vois pas ça comme ça, quoi. Toi, tu le vois pas, ouais. Ouais. Oui, enfin, on t'avait dit aussi que tu pourrais plus faire de sport, que tu pourrais plus marcher. Il y a de quoi être déprimé, quand même. Ouais, c'est sûr. Bah oui, puis les gens disent après, mais non, mais tu vas finir par accepter, tu vois la résilience et tout. Alors je disais des trucs sur la résilience, enfin. Mais moi, forcément, tu peux plus entendre tous ces mots-là. Mais alors le truc, moi, que je brûle de te poser, c'est est-ce que finalement ta production artistique, la créativité, le dessin, est-ce que ça t'a soutenu ou est-ce qu'au contraire t'as lâché le truc pendant un moment? Non. Alors c'est super intéressant parce que ça a été pour moi un des moyens de réélargir mon horizon, quoi. C'est-à-dire que j'ai décidé de pas arrêter de travailler, en vrai. Des fois, je travaillais qu'une demi-heure dans la journée parce que j'étais assommé par l'infection, les médicaments, tout ça. Mais je travaillais quand même. Enfin, quand je dis je travaillais, je produisais des illustrations. Et ça m'a permis, même une demi-heure par jour, de penser à autre chose et de voir autre chose que mon propre problème, quoi. Et ça a été une béquille géniale, plus que tout, quoi. Enfin, non, pas plus que tout, j'exagère, mais entre ma famille et puis l'illustration, finalement, je me suis rendu compte que je pouvais, grâce à ça, avancer.
Et l'illustration, ouais, ça a été super important pour moi, quoi. Il te restait 2 pieds à ton tabouret, Voilà. 3 pieds. Voilà. Et au début, tu pouvais dessiner qu'une demi-heure par jour, et puis après, au fur et à mesure, c'est... Ouais, petit à petit, l'infection est partie, la cicatrice guérissait, parce qu'en fait, avec l'infection, la cicatrice a du mal à se refermer, mais ça a mis plusieurs mois. Hein. Donc, tant que la cicatrice n'est pas fermée, tu peux pas bouger, parce que sinon ça casse. Et après, une fois que j'ai pu reprendre un peu d'activité, l'activité c'était d'aller chez le kiné. Là, j'ai recommencé j'ai recommencé à avoir de l'espoir de m'en sortir le mieux possible. Voilà. Et tu disais que l'illustration, c'était une béquille, hein, pour toi pendant cette période, Ouais. enfin quelque chose qui t'a vraiment maintenu, qui t'a poussé vers l'avant. Mais du coup, comment est-ce que ton regard a évolué sur la profession et sur ton travail en tant qu'illustrateur en vivant ça? Ouais. Eh ben déjà, je me suis rendu compte que c'était essentiel de créer pour moi. Donc ça c'est vraiment c'est bon, je le savais déjà si tu veux, mais dans un coup dur, tu peux te dire bon tant pis, je mets ça de côté puis mais non en fait j'ai eu besoin de ça, donc ça a été vraiment c'était vraiment cette béquille dont je te parlais tout à l'heure. Et puis ensuite qu'est-ce que je peux dire, ça m'a aussi permis de relativiser pas mal de trucs. Sur mon approche du métier, par exemple, j'étais vachement obsédé par le succès ou la réussite ou la reconnaissance, des choses comme ça un peu. Ah ouais, parce que c'est pas un trait que j'aurais dit de toi, mais toi intérieurement, et Ouais. tu as un avant, un après, et tu ressentais ça. Ouais. Là, en fait, c'est obsédé, c'est peut-être un grand mot, mais préoccupé, tu vois, quand même. J'ai un énorme besoin de reconnaissance, on en a déjà parlé, mais tu vois, par exemple, de faire un truc et de pas avoir beaucoup de retours, un truc comme ça me touchait, ou de pas travailler pour tel support ou tel truc où je vois tous les grands noms de l'illustration qui travaillent dedans, je me disais non, ça me travaillait un peu, quoi. Aujourd'hui, je crois qu'en 1 an, je peux dire que je m'en tape complètement. Voilà. Donc ça c'est le côté positif du truc. Et puis j'ai vachement ralenti le travail aussi. Alors quand je dis le travail, c'est le travail de commande, parce que je produis toujours autant, mais pas forcément pour la commande. Je passe plus de temps, tu vois, à écrire des articles ou à produire des trucs, des illustrations personnelles et je prends plus de temps aussi pour moi, pour pratiquer des activités sportives là. Donc j'ai repris depuis un peu plus d'1 mois et demi, et puis j'y passe. En fait, j'en fais plus qu'avant. Je fais plus de sport qu'avant. Et tu le fais peut-être plus en conscience aussi. Voilà, c'est ça. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que mon travail n'en pâtissait pas. J'ai toujours autant de boulot, et puis j'ai pas gagné moins ma vie cette année. Ça, c'est intéressant. Et puis j'ai plus de temps pour moi, quoi. Ah oui, c'est marrant. C'est marrant ce rapport quantique justement au temps qu'on passe, au fric qu'on gagne, à l'exercice qu'on veut faire en fin d'année. Et là, sur cette année-là, en fait, tu t'es rendu compte que malgré tout ce qui t'est arrivé, malgré tous ces moments aussi où tu pouvais pas créer parce que ton esprit il était bloqué sur le corps, en fin de compte t'as réussi à faire plus finalement sans en faire plus. Exactement. Je résume un peu le truc. Ouais, non, c'est exactement ça. J'ai travaillé moins, et en fait j'ai été tout autant productif. C'est contraire à l'esprit capitaliste, tout ça. Non, travailler moins pour gagner plus. Non, c'est pas ça. Non, j'ai travaillé moins en quantité, on va dire j'ai moins donné en stress. En débauche, voilà. Voilà. Par contre, j'ai produit peut-être mieux, ou
En quantité, je peux pas te dire, mais si tu veux, je me semble pas avoir réduit mon rythme de production graphique. Voilà. Ouais. C'est. On peut pas dire que tu as amélioré ta qualité de vie parce que c'était une année très compliquée pour toi, mais en levant le pied, hein, c'est le terme, sans mauvais jeu de mots, hein. Ouais. En levant le pied, t'as été obligé de prendre du recul et de te rendre compte que t'as appris à prendre soin de toi, à changer ton rythme, et c'est fou de se rendre compte qu'au final, parce que le besoin de reconnaissance ou le besoin financier, il est le même pour beaucoup de gens, sûrement beaucoup pour beaucoup d'auditeurs, auditrices qui nous écoutent, et de se rendre compte qu'au final, en apprenant à prendre soin de toi et en t'occupant de ta santé et tout, bah finalement, ça n'a pas été, d'un point de vue purement économique, hein, je dis bien, si mauvais que ça. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas été. Et puis de toute façon, enfin, comment te dire, j'étais obligé, donc c'est même pas un choix. Donc oui, là on fait un constat là. Il y a cette phrase, si tu permets, Claude, que j'ai repris dans ton article, où tu dis « Le corps se rappelle à nous quand il se brise, malheureusement, parfois. L'accident, un rappel à l'ordre obligeant à réorganiser les priorités et à mesurer la part des choses dans ce qui nous occupe ici-bas. C'est l'occasion d'une prise de conscience que nos métiers créatifs, aussi passionnants soient-ils, ne sont finalement pas grand-chose dans les grandes affaires de la vie. C'est un corps résilient, pour employer un terme galvaudé, un corps philosophe s'adressant à nous dans ce cas-là. On peut le remercier en quelque sorte de nous permettre l'accès à une forme d'humilité. Le peu que nous arrivons à créer, ce n'est déjà pas si mal. » Et du coup, je me pose la question, est-ce que c'est la grande leçon que tu as tirée de cette période ? Ouais, exactement. C'est exactement ça. C'est que en fait, l'illustration, c'est génial parce que c'est une passion, parce que je m'éclate, parce que j'adore ça. Mais qu'en fait, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. C'est pas essentiel. Enfin, c'est essentiel pour moi dans la mesure où ça m'a aidé, mais de pas être dans tel support, de pas être reconnu par tel autre, tu vois, d'être applaudi ou de pas être applaudi, mais c'est pas ça essentiel, quoi. L'essentiel, c'est que moi le truc, quoi. Chaque jour je me lève et je suis content de faire ça, et c'est ça qui est beau, quoi. Quand tu dis que l'illustration t'a aidé, oui. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Ça m'a aidé parce que quand j'étais au fond du trou, une demi-heure comme je te disais tout à l'heure, je travaillais une demi-heure et pendant une demi-heure, je pensais pas à mon petit problème de pied, quoi. C'était, c'est ça. C'est en ça que ça a été utile. Et l'illustration, c'est quelque chose qui t'a tiré vers le haut aussi, bien avant. Oui. Mais je m'étais déjà, enfin, si tu veux, je me rendais compte de ça dans ma vie, que l'illustration, c'est vraiment, pour moi, je peux pas m'en passer, c'est vraiment génial. Mais quand t'arrive un coup dur comme ça, et que ça, tu vois que c'est vraiment, super utile pour t'en sortir, voilà, quoi. Mais en même temps, c'est super utile, mais c'est pas, c'est la créativité qui est utile. C'est pas de gagner sa vie, d'être reconnu, d'être, tu vois, tout ce côté un peu, pas le côté sombre, je vais pas dire ça, mais tout le côté business, c'est pas ça qui est important, c'est la créativité qui m'a sorti d'affaire. Je trouve ça intéressant. Donc la créativité a été une solution pour toi, mais je trouve intéressant le fait que tu parles aussi de ce besoin de reconnaissance et que tu l'assumes, parce que comme tu dis, c'est bizarre à dire, genre on a envie de le taxer de côté sombre ou de trucs un peu cachés ou un peu honteux, alors qu'en fait après c'est assez naturel, hein. Voilà, on ressent tous ça et ce serait bien de l'adresser aussi. Et en quoi est-ce que toi, ce besoin de reconnaissance, comment tu l'as identifié et d'où il vient selon toi ? Ah non, mais ce besoin de reconnaissance, c'est un truc que je trimballe. J'en avais parlé dans un article, je m'en souviens plus lequel, mais des fois j'écris des articles, je les ai relus l'autre jour, tiens, j'en ai relu quelques-uns, et je me suis dit, tiens, c'est moi qui ai écrit ça. Ça faisait longtemps que... Bon, bref, je crois que j'en ai parlé dans un article, ce besoin de reconnaissance, et c'est un truc, je crois même que c'est ça qui fait que je suis devenu illustrateur. En gros, tu sais, comme j'ai changé de métier... j'ai eu peut-être tellement ce besoin qu'on me dise bravo, super, bravo, que j'ai fait ce métier-là. C'est peut-être ça, hein, je sais pas, mais dans la même valise, pareil. Voilà, et puis attends, on va pas se cacher, on va pas se mentir derrière notre ego, mais tous les gens qui font ce métier, ils ont envie d'être applaudis, c'est tout, quoi. On va pas, tu fais pas ça pour
pour gribouiller dans ta chambre et puis montrer à tes parents, quoi. C'est. Ouais. Mais c'est marrant que tu parles de ça parce que je crois qu'au fond de moi, quand je me suis lancé dans l'illustration, j'étais toujours dans cette énergie de regarde papa, regarde maman, j'ai fait ce dessin pour qu'on me dise que c'est beau, tu vois. Alors maintenant, évidemment, c'est plus papa et maman. Ouais, c'est plus papa et maman, c'est le monde entier. T'as envie d'être applaudi. Ça me rappelle mon prof d'art appliqué qui un jour il nous dit le jour où vos parents comprennent plus ce que vous faites, c'est gagné. Donc là ça m'a vite ôté l'idée d'aller leur montrer ce que je faisais. Non mais on fait tous pour moi hein, je me trompe peut-être hein, je pense qu'on fait tous ce métier parce qu'on a on a un besoin de reconnaissance et on a besoin qu'on nous applaudisse, on a des gros égos je pense hein. Ouais. Et t'arrives à t'en détacher un peu aujourd'hui parce que c'est un moteur hein, qui peut donner envie d'accomplir des choses et de sortir les doigts et tout. Et ouais, je sais pas. Ouais, bah je pense qu'avec le temps, quand t'es conscient du truc, avec le temps t'arrives à travailler et est-ce que ton ego soit moins envahissant. Donc ouais, je pense qu'avec le temps, je m'améliore. Sous applaudissements. C'est important d'être honnête, d'avoir les yeux ouverts vis-à-vis de ce besoin qui est hyper commun et d'arrêter de le condamner, mais aussi de le tenir en check quoi quand il prend trop de place. Ouais, c'est ça. Il faut savoir à un moment dire bon bah tant pis. Et puis l'ego il fait mal à nous-mêmes. Hein. C'est pas. Bien sûr. Toujours. Hein, l'ego fait pas mal aux autres. Hein. Voilà, c'est plus à nous-mêmes que donc si t'arrives à le contrôler un peu pour toi, bah tu vivras mieux. Puis voilà. Voilà. Et du coup, moi je me demandais avant du coup que tu aies cet accident, donc tu disais voilà quand tu as eu cet accident, tu as été obligé de ralentir. Quelle était ta relation au corps avant l'accident? Alors en tant déjà créatif ou en général hein, évidemment. Oui, bah écoute, ça faisait partie de mon équilibre parce que je pratiquais pas mal de sports, donc le vélo, l'escalade et puis le footing, la course à pied. Et donc je sentais bien que c'était essentiel à mon équilibre. Voilà. Et je me rendais bien compte aussi que quand j'arrêtais le sport pour une raison ou une autre, mon corps était le demandait quoi. Si tu veux, c'est un besoin pour moi de pratiquer le sport parce que ça me permettait de décompresser et puis ça me permettait de me sentir mieux tous les jours si tu veux. Quand tu fais du sport, quand tu pratiques une activité, tu prends conscience de ton corps, des différentes parties, de là où t'as mal. On fait pas attention en fait à notre corps. C'est le cerveau. La plupart d'entre nous, c'est le cerveau qui donne le ton, tu vois. Mais par exemple, quand t'as mal à la tête, c'est tout con, mais une fois sur deux, c'est juste parce que t'as pas bu, quoi. Tu vois. Ah oui, bien sûr. Ou pas mal respiré. Ouais. Ou t'as mal respiré, tu vois. Donc c'est en fait le corps en permanence nous donne des signes, mais tout le temps, tu vois, les muscles contractés, respiration, mal à la tête, mal au cou, mais on n'y prête pas attention en fait. On va dire il y a toute une philosophie des bobos du corps, hein. C'est-à-dire que si tu te cognes une certaine partie du corps, ça veut dire quelque chose, tu vois, c'est connecté, il y a les organes derrière, c'est pas juste ésotérique, ouais. Hein. Les organes sont connectés aux nerfs et bah quand on se cogne le petit doigt de pied, ça veut dire quelque chose, c'est ça. Moi j'ai pas trop étudié la question mais je sais que vous pouvez trouver des choses là-dessus et c'est extrêmement intéressant. Comme d'avoir mal au dos, c'est genre j'en ai plein le dos. Il y a des trucs comme ça, bien sûr. Mais donc le corps nous balance en permanence des informations, mais que notre cerveau fait simplement de ne pas entendre, parce que lui, ton cerveau, il veut que t'avances, il veut que tu produises, il veut. Donc en fait, quand il t'arrive un truc, souvent t'as eu des informations avant, mais le burn-out, il est pas venu comme ça un matin, tu vois, il est venu. Avant, t'as eu des informations, t'as eu ton cœur qui s'emballe, t'as eu plusieurs fois. Dans tes articles, tu racontes une anecdote hallucinante sur un de tes amis journalistes. Est-ce que tu peux nous la raconter brièvement? Oui. Elle est dingue. Ouais, c'est un copain journaliste. D'ailleurs, pour l'anecdote, ce type, il arrête pas de me dire, non, mais on est des bestioles. C'est un type avec qui je fais de l'escalade et je cours.
Et il me dit on est des bestioles, mais il a raison en fait, on est des bestioles. On a oublié qu'on est des bestioles. Donc bref, ce type, il est journaliste, il a énormément travaillé, il est journaliste pigiste en freelance, et il bossait comme un taré, mais enfin voilà. Puis un matin, il va à un rendez-vous chez un client, et il était dans le métro, tout allait bien, super, il était super boosté, préparé pour son rendez-vous, et là, la station, le métro s'arrête, et il peut pas se lever. Mais il peut pas se lever comme ça, il peut pas se lever, il a rien senti venir. Il est resté assis, le métro, il a fait l'aller-retour avec lui assis dans le métro, il a pas pu se lever. Il était obligé d'appeler les secours, voilà. On est venu le chercher et c'était un burn-out, mais un vrai, quoi. Un dans lequel tu peux plus bouger, quoi. C'est effrayant, quoi. Et ça fait 5 ans que ça lui arrive. La décision, quoi. Là, maintenant, c'est le corps qui prend la décision. Le corps, il a dit stop, tu vois. Voilà, okay. C'est-à-dire qu'il y a eu des milliards d'informations enfin des milliards, j'en sais rien, mais il y a eu plein d'informations que le corps a données au cerveau, que le cerveau, il a pas écouté. Et le corps, il a dit, bah, stop, quoi. Mais un vrai stop. Et il était obligé d'être arrêté plusieurs mois. Il s'est jamais remis de ça. Là, ça fait plus de 5 ans. Il s'est jamais remis de ça. Il a une capacité de travail qui est réduite aujourd'hui. Enfin, il travaille encore, mais il est obligé de ralentir, mais de toute façon, il peut pas faire plus. Et donc, le corps, il faut pouvoir l'écouter. Ça serait c'est vraiment bien, parce que si tu soignes ton corps, enfin, je peux parler comme un coach, mais si tu soignes ton corps, il te le rendra au centuple. Donc, si j'entends bien, avant ton accident, tu étais quelqu'un d'assez sportif, quelqu'un qui se dépensait bien, qui faisait du sport. Est-ce que ça t'a empêché d'avoir des burn-out ou tu en as fait, toi? Non, je peux pas appeler ça un burn-out. Je sais pas trop, en fait. C'est assez difficile à définir. Oui, Laurent? Oui. Des grosses fatigues. Ouais, grosse fatigue. Voilà, un ras-le-bol où tu sens que tu vas chercher dans les. Mais par contre, je pense que j'ai su arrêter avant d'aller trop de toucher le fond. Parce que je pense que j'écoute mon corps. Tu crois? Voilà, je pense que j'écoute mon corps. J'ai pas une connaissance, mais j'écoute beaucoup mon corps. Comment tu écoutes ton corps? Je te pose cette question parce que de base, je suis pas quelqu'un qui est très connecté à mon corps. Et en fait, une des raisons pour lesquelles on voulait cette conversation avec toi, c'est que personnellement, je suis vraiment dans une période, depuis plusieurs années. Hein, moi, j'ai commencé à faire du sport il y a 2 ans, je crois. Je fais du footing. Ça a vraiment changé ma vie. Mais moi, de base, je suis unsportlich au possible et je suis vraiment pas quelqu'un de très connecté corporellement. Et c'est un travail que je fais et qui est important. Et j'ai beaucoup appris à fonctionner un peu comme une machine jusqu'à ce qu'un jour mon thérapeute me dise « Mais Jérémy, tu n'es pas une machine, t'es un être humain. » Et il a raison, évidemment, comme nous tous. Et tu le dis aussi, dis très bien dans ton article que dans les métiers créatifs, on est c'est un peu rempli de tracas artistico-intellectuels, tu vois, qu'on est convaincu de ça, alors qu'en fait, non, il n'y a pas que ça. Notre corps, il est plus qu'un vaisseau qui nous permet de penser et de faire ceci, de faire cela. C'est un tout. Hein, c'est pour ça que Sens Créatif aussi cette approche holistique et on est un tout. Et donc c'est pour ça que je veux questionner cette histoire de corps. Comment, en tant que créatif, toi tu dis que tu es à l'écoute de ton corps. Ça fait 20 ans que tu es dans le métier. T'as eu des hauts, t'as eu des bas, t'as touché du bout des doigts le burn-out, t'as fait un accident. Comment t'as appris et puis voilà, t'es un illustrateur vétéran. Comment t'as appris à écouter ton corps toutes ces années? Alors, ça s'apprend. Hein. Ça s'apprend déjà en faisant des pratiques, des activités pas forcément sportives, mais quand tu marches, si tu te concentres un petit peu quand tu marches sur les muscles qui bougent ou des choses comme ça, ou dès que t'as une douleur quelque part, si tu te poses la question pourquoi t'as une douleur, par exemple quand t'as mal au genou, parce que tu fais du sport ou parce que tu marches, en fait, il faut écouter ton corps. C'est un signe. Ça veut peut-être dire que les cuisses sont pas assez musclées, tu vois. Donc en fait, ça s'apprend tout ça. Ça s'apprend. J'ai un autre exemple. Pendant cette année-là, il m'arrive un autre truc assez bizarre. C'est que j'avais des espèces de vertiges, des troubles, tu vois, des trucs, des grosses fatigues, mais qui te tombent comme ça d'un coup. Et j'ai cru que c'était lié à l'accident.
J'ai cru que c'était lié à mon accident, que c'était un truc psychologique, tout ça. Puis avec mon médecin, on a cherché les trucs, on trouvait pas et tout ça. Et en fait, on a trouvé que c'était simplement les yeux, mes yeux qui étaient. Ça arrive à plein de gens ça en ce moment. C'est-à-dire que tes yeux, ils ne travaillent plus assez. Tu vois, à force de rester à 50 cm de ton écran, eh ben, ils ont oublié de regarder à l'horizon. Ils ont oublié de regarder très près des choses. Et en fait, ils ne travaillaient plus assez. Il faut faire de la rééducation des yeux. Du yoga. Faut réapprendre à regarder loin, tu vois. Il faut apprendre à regarder sur les côtés. C'est ça, on a complètement perdu ça parce qu'en fait, à la base, quand on était des chasseurs à l'époque, et on regardait l'horizon pour voir ce qui allait arriver, le danger ou justement à manger. Et c'est quelque chose dans nos sociétés actuelles en fait qu'on perd énormément parce qu'on est, comme tu dis, rivé sur les écrans. Donc en fait notre horizon il a 50 cm de nous, c'est un écran et c'est super dur. Et moi il m'est arrivé aussi un truc cette année par rapport aux yeux, c'est que j'ai commencé à avoir une grosse fatigue oculaire après des gros boulots. Et au point vraiment, mais j'étais obligé de faire des grosses pauses sans écran parce que j'en pouvais plus quoi. Et ben en fait le résultat c'est que j'ai des lunettes quoi, tout simplement parce que je suis allé trop tardivement faire des examens ophtalmo. J'aurais dû y aller peut-être il y a 10 ans, tu vois, peut-être au moins faire des check-up, ce que j'avais jamais fait. Et là en fait j'ai attendu finalement de flipper, d'être en stress pour m'en inquiéter quoi. Alors heureusement l'examen était pas trop dégueulasse, donc du coup mais j'ai quand même maintenant j'ai des lunettes et je vois la différence pour le coup, tu vois, encore un jeu de mots, mais c'est clair, j'avais l'impression de voir bien, mais en fait pas du tout quoi. J'étais dans une sorte de mini brouillard et je m'en apercevais même pas. Et là au bout de 3 mois de lunettes en fait, je commence à ne plus trop voir de mouches, ça m'arrive encore un peu mais j'en vois encore un peu. Puis surtout mais ma fatigue oculaire, elle a considérablement baissé. Mais je suis sûr que tu avais des signes avant. T'avais des signes, mais que ton cerveau, t'as pas voulu voir. Ouais, c'est ça. Voilà. Pourtant, tu étais quand même quelqu'un de relativement connecté à ton corps, Laurent. Oui. Bah oui. Ouais. Comme quoi, mais non, mais parce que on est connecté au corps, mais est-ce qu'on est toujours connecté au corps à 100% de ce qu'on devrait? Bah c'est ça la question. Elle y est pas. Moi, je fais beaucoup de sport étant jeune. J'ai fait des pauses. Après, j'ai repris. J'ai fait des arts martiaux de façon intensive. Après, j'ai arrêté. Je suis pas quelqu'un d'extrêmement régulier en fait dans sa pratique sportive. Je suis même un peu extrémiste. Des fois, ça va me prendre. Il va falloir que j'en fasse plein. Puis il y a des fois, je vais faire plutôt du canapé, tu vois. Et c'est pas évident, tu vois. Vraiment d'être un sportif. Non, pas des masses, mais en fait j'en fais un petit peu par procuration avec Joachim avec le foot, tu vois. Du coup voilà, ça fait bouger pas mal quoi. Mais en fait ouais c'est ça en fait il y a des moments en fait où tu fais plus attention à ça, à moins d'être vraiment un sportif accompli. Effectivement le cerveau lui il a tendance à reprendre le contrôle et à dire en fait non et tout va bien, intellectualise les choses etc. Parce que évidemment c'est pas mon état d'esprit, mais le cerveau est très fort et il nous induit en erreur tout le temps. C'est pour ça que quand Claude parle de faire attention au corps, c'est pour aller chercher en fait une vérité qui est un petit peu extérieure à notre esprit. C'est quelque chose en fait qui nous alerte et que notre esprit fait exprès de brouiller. Il fait exprès de brouiller les signaux parce que l'esprit est flippé. Il a pas envie d'aller voir des médecins. C'est flippant d'aller voir des médecins, de recevoir des diagnostics. Tout ce qu'a appris Claude, c'est terrible à encaisser. Et ça, on n'a pas envie de le vivre. Le cerveau en fait, il nous protège de ça. Mais c'est un biais, c'est un faux ami et en fait, il faut aller au-delà de l'écran de fumée que balance le cerveau pour aller chercher vraiment les vrais problèmes. C'est un petit peu comme quand on travaille aussi en psychanalyse, quoi. Tu vois, c'est on va aller questionner les vrais problèmes au lieu de fantasmer sur ce qui nous arrive. Ouais, il nous protège de ça en détournant notre attention, en n'y prêtant pas attention. Ah oui, c'est vraiment ça. Ils trouvent des stratagèmes et des astuces pour nous laisser dans une espèce d'un flow un petit peu confortable. Ouais. Et le travail est un flow confortable. Quand on travaille, qu'on gagne de l'argent, c'est très très confortable. Ça, c'est sûr que ça, on pense pas au corps quand c'est comme ça parce qu'on est dans une productivité. Pour le coup, on devient une vraie machine et ça marche. Donc du coup, la machine elle continue. Puis au bout d'un moment, le corps lui dit, les gars, nous en dessous là, on est en train de morfler quoi. Vous faites la teuf, mais nous c'est dur, on peut plus vous soutenir et parce que vous nous avez oublié. Ouais. Moi, j'ai pas eu un accident comme toi, Claude. Mais moi, c'est après la naissance de mon premier enfant, Félix, qui a 4 ans aujourd'hui. Enfin, en ce moment, maintenant.
Et je me souviens que l'année qui a suivi, j'ai perdu 16 kilos sans m'en rendre compte. C'était totalement involontaire. Donc je faisais 86 kilos. C'est quoi ton secret de régime? Je sais, non, mais comme seulement que tu le commercialises. Ouais, parce que j'avais toujours l'appétit, tu vois. Et je me suis pas rendu compte avant, je sais pas, 1 an, je crois, jusqu'à ce que le même jour enfin, dans l'année qui a suivi, parfois à droite à gauche, on me disait t'as maigri. Je disais je sais pas. Tu vois, genre tellement pas connecté à mon corps que je me pèse pas. Tu t'en rendais pas compte. Je savais pas, tu vois. Jusqu'à ce que 1 an et demi plus tard, dans la même journée. Je sors de chez moi et là j'ai ma voisine qui me dit dis donc Jérémy, ça va? Je dis ouais ça va, ouais t'as maigri. Ah bon? Je sais pas, non. Et puis là je pensais à ma belle-sœur qui m'avait dit la même chose à Noël, tu vois. Puis après j'amène mon fils à la crèche et là la puéricultrice me dit dis donc monsieur Clay, vous avez maigri. Et là, je me suis dit mais what the fuck, c'est quoi cette histoire, c'est quoi? Et en fait je me suis rendu compte que en 1 an de temps, involontairement, j'avais perdu 16 kilos. Je faisais 86 kilos à la naissance de mon fils, j'en faisais 69. Et je me suis vraiment senti comme dans Retour vers le futur, tu sais, la photo où au fur et à mesure du temps, tu disparais. Et c'est ça qui a été pour moi. Donc le corps qui fondait, c'est ça en fait. Ouais. Et ça a été l'élément déclencheur pour me ressaisir au niveau corporel en mode genre, qu'est-ce qui t'arrive, quoi. Non, mais t'imagines perdre 16 kilos en 1 an sans que tu t'en rendes compte. Ça veut dire que t'es pas à l'écoute de ton corps, quoi. Tu vois, j'avais un bébé, mon gars. Ouais, je plaisante, mais non, tu vois, c'est un exemple concret, tu vois. Là, en gros, sans se fixer sur le poids, mais tu te pèses 1 fois par mois, tu vois. Si jamais t'as pris 3 kilos, c'est pas bien. Si t'en as perdu 5, c'est pas bien non plus. C'est pas une question de morale, c'est une question juste que si t'as perdu 5 kilos, si t'en as pris 3, c'est que d'un côté comme de l'autre, il y a une forme de déséquilibre qui s'est installé. Et qu'il faut comprendre pourquoi, c'est ça être à l'écoute de son corps, tu vois. Et j'étais pas à l'écoute, je m'en suis pas rendu compte. Et Jérémy, qu'on me le répète, quoi. La majorité des papas, quand ils ont un enfant, ils grossissent. C'est vrai. Mais pour l'anecdote, c'est ça qui est trop drôle, c'est que par la suite, quand j'en ai pris conscience, à chaque fois que je prenais 1 kilo, j'étais là, yes! Le truc pas du tout habituel, tu sais. Et puis, mon objectif, c'était d'atteindre plus ou moins 80 kilos. Et là, je suis de nouveau à 80 kilos, je suis content. Oui, t'as des bonnes joues, c'est bien. Voilà, j'ai des bonnes joues. Mais c'est vrai que quand je vois des photos de l'époque, je suis genre punaise, mais c'est vrai que j'avais vachement maigri. Et pendant un temps, je me disais, c'est la pente. Quand je remonte la pente de la crèche, c'est ça qui m'a fait perdre des kilos. Mais en fait, pas du tout. C'est juste que je m'écoutais pas. Et je pense que vu que j'avais qu'un seul enfant, aujourd'hui j'en ai 2, je pouvais encore continuer à fonctionner normalement. C'est genre un enfant, c'est déjà chronophage, hein, mais et puis si vous écoutez le podcast, vous savez qu'on aime un peu parler de parentalité, de daronité avec Laurent, mais tu peux avec un seul enfant encore fonctionner relativement normalement, même si ça te prend du temps, tu vois. Et là, 2 enfants, tout est explosé. Mais tout ça pour dire que pendant avec un seul enfant, je m'étais pas encore mis à l'écoute. Je faisais de l'illustration, j'avais lancé le podcast, enfin, j'étais vachement occupé et je me suis pas écouté. Et pour moi, c'est une vraie quête de reconquérir et de reconnecter le corps. Et d'où cet épisode, entre autres. Ouais. Ah bah oui, mais de toute façon, on va le redire pour la 40 millième fois, mais le corps et l'esprit sont intimement liés, et c'est quand on les sépare en fait qu'on fait n'importe quoi. Et justement, Claude parlait d'équilibre, hein, le mot est hyper important, hein, l'équilibre en toute chose. L'équilibre en toute chose à l'intérieur de notre body, hein, c'est le corps et l'esprit, c'est leur fonctionnement en commun. Et si on les déséquilibre, il y a un truc qui déconne après. Ouais. Et pour compléter par rapport la relation du corps par rapport au métier le métier de créatif, enfin d'illustrateur ou de tous les métiers de freelance, il y a 2 trucs qui sont importants à mon avis à retenir, c'est que quand tu fais de l'activité physique, après on parle de sport et tout ça, mais on n'est pas obligé de faire des marathons, hein. On peut faire la marche en forêt, ça peut être chacun doit trouver son rythme par rapport à ça. Quand tu fais de l'activité physique, ton corps il dégage des hormones. Il dégage trois types d'hormones. Il dégage l'endorphine, donc c'est un truc antidouleur et euphorique qui te donne un peu de l'euphorie, le sentiment d'euphorie que quand tu vas pas faire ton sport, tu vois, ça te travaille et que tu sens que tu as un besoin, quoi.
ça, et la deuxième hormone qui dégage, c'est la dopamine. C'est l'hormone du plaisir. Donc en gros, quand l'activité physique, bah ça génère du plaisir. Voilà. Et la troisième, c'est l'adrénaline. Un peu maso, mais voilà, ça fait mal, mais j'aime ça. Voilà, l'adrénaline, qui est un truc qui te donne la puissance, qui booste ton énergie. C'est-à-dire, l'adrénaline, c'est genre t'es poursuivi par un tigre. Tu vois, tu flippes tellement que tu cours plus vite que t'as jamais couru de ta vie, quoi. Bon, il y a pas beaucoup de tigres, mais c'est ce qu'il faut aussi quand tu te blesses. D'ailleurs, l'adrénaline, c'est tu sens pas la douleur. C'est ça. C'est ça. Bah d'ailleurs, quand j'ai eu mon accident, le truc s'est pété d'un coup sec, j'ai rien senti, tu vois. Tout le monde m'a dit ah ouais. Bon, bref. Quel homme. Donc ce que je voulais dire, c'était par rapport à ces trois hormones. L'adrénaline, les gars. En vrai, c'est un cocktail. Okay. Et mon médecin m'a dit l'autre jour, la dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit les gens qui pratiquent du sport régulièrement. Il y a une étude aux États-Unis qui montre que c'est l'équivalent d'un. Alors je sais plus combien de temps il m'a dit, si c'est 1 heure par jour ou je sais pas quoi. Il m'a dit que c'est l'équivalent d'un traitement antidépresseur. Tu vois. Ah ouais. Donc t'es dépressif, bah au lieu de prendre non j'exagère parce que ça dépend du degré de dépression, mais en gros si t'as un peu la déprime, un peu si tu fais du sport, voilà, un coup de mou, un coup de mou même dans le boulot et tout, en fait parce que d'ailleurs on se dit un coup de mou, j'ai plus d'énergie, je fais plus rien, mais en réalité peut-être que simplement d'aller faire une petite activité, déjà ça fait virer un petit peu aussi les idées noires, et puis comme tu dis, le fait de commencer à faire activer le corps, il va faire travailler justement cette drogue naturelle qu'on a à l'intérieur de nous, quoi. Donc ça te booste dans ton travail. En fait, moi je suis super en forme grâce à ça, et voilà. Et en plus, l'autre point de prendre l'air, de faire un peu d'activité physique, c'est quand t'es bloqué sur une idée, quand t'avances plus dans ton boulot. Bah, tu vas prendre l'air 1 heure, tu vas marcher un peu dans la forêt ou tu vas courir un peu. Quand tu reviens, souvent, t'as complètement zappé le truc et tu trouves des solutions à tes problèmes et du coup, t'avances plus vite. Mais ne serait-ce que d'emmener les gamins à l'école ou d'aller les rechercher, par exemple, parce que c'est le genre de coupure que j'ai tous les jours qui me fait. En fait, sur le coup, ça me fait chier. Je suis dans mon travail, j'ai le flow, je sais ce que je suis en train de faire et je dis oh mince, ok, c'est l'heure. Mais en fait, c'est une obligation, donc j'arrête tout. Je sors, je reviens et en fait je suis pas plus mal en rentrant. Même j'ai même un reboost en fait d'idées parce que sur le chemin j'étais dans la frustration de pas pouvoir dessiner et quand je reviens mais j'ai trop envie, quoi. Donc du coup c'est limite je gagne presque du temps de faire justement cette aération un petit peu forcée. Donc en fait je l'accueille sympathiquement en fait. Sur le moment ça m'énerve. Ouais, puis pendant que tu fais une activité physique, tu te reconnectes. Comme le terme est un peu aussi. Tu reprends conscience de ton corps, ouais. Tu reprends conscience de ton corps, tu vois. Non, tu fais des mouvements, tu fais de l'escalade, tu fais ce que tu veux, et puis tu ressens ton corps, quoi. T'es en vie, voilà. Maintenant que t'as vécu tout ça, et que t'es de nouveau sur pied, hein, c'est de nouveau le terme. Ouais. T'es de nouveau sur pied. Je fais pas exprès. Et d'ailleurs, tu refais du vélo et tout et tout. Je refais tout. Pas, et en fait, j'ai repris l'escalade il y a 15 jours. Il a repris l'escalade. Tout le monde m'endure. À quoi ressemble du coup ton quotidien aujourd'hui? Est-ce que t'as des rituels? Comment tu te mets en jambes? Allez, vas-y, on va continuer pour ton travail en tant qu'illustrateur après tout ce que tu as vécu. Eh ben écoute, en gros ça n'a pas beaucoup changé en réalité. Hein. Ah bah bravo. Non mais j'aimerais bien dire ouais je suis plus sage maintenant et tout, mais c'est pas vrai. J'ai grandi, non en fait non ça n'a pas beaucoup changé en fait. J'ai retrouvé ma vie d'avant. Ce qui est génial en fait, ce qui est juste génial, c'est de te dire que ma vie d'avant, j'en étais content. Bah aujourd'hui, j'en suis encore plus content parce que je me rends compte à quel point j'ai de la chance. Voilà, donc je bosse, on va dire toute la journée. Et souvent maintenant, au lieu de décrocher avant à 19h ou 20h, je décroche plus tôt. Et puis je vais quasiment faire du sport tous les jours, quoi. Maintenant, enfin entre l'escalade que j'ai repris 2 fois par semaine. La kiné parce que je continue la kiné 1 fois par semaine et puis les autres jours je vais courir ou je vais à la salle de sport pour remuscler parce que je dois travailler tout le temps pour remuscler les jambes. Donc ça me force à y aller. Vélo. Ouais, et le vélo ça me sert pas en tant que sport mais en tant que déplacement ou loisir. Je circule qu'à vélo.
Voilà. Mais si tout le monde faisait comme toi, Claude, la planète, on serait bien. Tout le monde n'habite pas. J'ai la chance d'habiter en ville. Enfin, j'ai la chance, ça dépend, mais le fait d'habiter en ville, c'est quand même pratique. Le déplacement à vélo, voilà. Et le matin, comment je suis juste curieux là, parce que moi, mon rituel, moi, ça a été un peu le boxon cette année avec notre deuxième qui a enfin été pris en charge à la crèche au mois de septembre. Donc, je peux désormais enfin ritualiser un peu plus mes journées. Moi, je vais courir après avoir déposé Alban à la crèche. Donc, je le dépose à 8h30, puis je fais mon petit tour, 35-40 minutes. Et puis, je rentre chez moi. Je prends ma douche et puis en fait j'ai mon petit rituel, je me mets un morceau de classique que j'aime beaucoup, ça s'appelle Mavlast de 15 minutes et ça en fait je mets ça tous les jours, tu vois. Donc ça me met en jambe. Excusez-moi, je vais continuer les métaphores. Ouais, c'est ça. Et ça me met vraiment dans la zone en fait et ça me fait un bien fou de commencer à courir parce que pour la petite histoire, avant je courais entre 6 et 7 heures. Et puis après, quand on a eu notre deuxième qui nous réveillait et qui continue de nous réveiller tout le temps la nuit, j'avais plus le courage, évidemment, de me lever à 6 heures du matin pour aller courir avant que tout le monde se réveille. Donc pendant presque un an, j'ai plus couru et ça m'a vraiment manqué. Et à un moment donné, je me suis dit, allez, fuck, c'est bon, je vais aller courir après que je l'ai déposé et ça me fait un bien fou. Donc du coup, par rapport à tout cette histoire de corps et de rituel, comment est-ce que toi tu commences tes journées? Alors, Laurent, aussi, hein, comment commencez vos journées tous les deux? Oui, écoute, moi, pour ma part, je suis vachement plus productif le matin en termes de créativité. Et donc, quand je me lève le matin, la première chose que j'ai envie de faire, c'est me mettre à travailler, parce que c'est là où j'avance le mieux. Et au fur et à mesure de la journée, je sens que l'énergie diminue. Et c'est là que j'ai envie de me défouler, de me changer les idées. Donc plutôt en fin de journée, on va dire à partir de 5 heures, je sens que ça me démange et que j'ai envie de bouger, quoi. Donc c'est plutôt ça. Le soir. Ouais, plutôt en fin de journée, ça me défoule. Et une fois que j'ai fait ma pratique sportive, après, je suis complètement détendu pour la soirée. C'est le début de la soirée. Et en journée, tu fais des breaks? Pas tellement, non. Non, j'aime bien travailler en gros d'un seul morceau. Je fais une pause déjeuner, mais j'aime bien travailler. C'est dur, ça va des breaks. Hein. On sait tous qu'on va faire des breaks genre toutes les 2h30, mais c'est un petit peu difficile. Ouais. Non, en gros, je fais 8h, 17h. Et puis, je crois que 8h, 17h avec une pause d'1 heure pour le déjeuner. Et c'est bien. Et à partir de 17h, ça ralentit. Soit je vais au sport, ou soit je commence à travailler de moins en moins jusqu'à ce que je travaille plus. Mais c'est plutôt en fin de journée le sport pour me défouler. Et puis c'est bien, quoi. Ouais. Et toi, Laurent, c'est quoi tes rituels pour travailler? En fait, je suis vachement rythmé aussi par la semaine en fait scolaire. Et ça c'est plutôt intéressant pour moi parce que j'ai toujours eu l'habitude, avant d'avoir des enfants, de travailler absolument n'importe comment, quand je voulais, et notamment la nuit carrément. Et là finalement avec Joachim qui est en primaire depuis quelques années, et ça impose un rythme, quoi. Si tu n'as pas ce rythme-là, tu peux pas assumer pour ton gamin, quoi. C'est juste pas possible. Donc du coup, en fait, mes semaines maintenant sont rythmées, ce qui était pas le cas avant. Et je reprends du plaisir à avoir ce rythme-là. Là maintenant, ça me limite, j'attends avec impatience les mercredis, les samedis, parce que c'est les journées de foot et de batterie, notamment pour Joachim. Et je sais que mes journées vont être bouffées les mercredis et les samedis. Ça c'est acquis d'avance, donc c'est intégré dans mon planning un petit peu cérébral. Et c'est des journées où je vais sortir beaucoup, quoi. Je vais devoir aller à droite, à gauche pour l'accompagner. Et c'est un vrai plaisir, notamment les samedis de foot, les samedis matins où Joachim va jouer au foot. On se retrouve avec tous les autres papas et des mamans aussi. Et on tape un peu le ballon aussi, tu vois, pour le coup. Et c'est des super moments de respiration où je suis plus du tout dans ma bulle artistique, tu vois, dans ma bulle de producteur d'images ou de son. Je suis juste un papa qui vient regarder du foot, et c'est je sais pas, ça me fait vachement de bien, quoi. Ça me fait vachement de bien. Moi qui suis très
très barré quand même, très créatif. Bah voilà, ce sont des pauses forcées, mais que j'apprécie, que j'accueille avec grande joie. Voilà. Et sinon, bah je fais de l'e-sport. Alors tu vas me dire, je passe d'un écran à l'autre, mais il y a quand même aussi il y a aussi un petit effet, c'est que là pour le coup c'est une vraie décharge d'adrénaline. Moi je comprends tout à fait ce que tu dis, Claude. En fin de journée, j'ai un truc là qu'il faut que je balance, et en fait bah les sessions e-sport qu'on fait avec mon groupe de joueurs, en fait elles font vraiment du bien, quoi. C'est voilà, je peux extérioriser aussi, c'est plutôt sympa, quoi. Voilà. Ouais, je veux juste rajouter un truc à propos par rapport au boulot et le sport et le corps par rapport au boulot, c'est que avec le temps, moi tu vois, ça fait maintenant 20 ans que je bosse. Enfin toi aussi, Laurent, je pense que ça fait un petit moment. Ouais, c'est 20 ans. C'est que si tu fais pas gaffe à ton corps, donc tu finiras par le payer, quoi. Tu finiras par le payer parce que on a des métiers. Bah, 30 on se croit increvable, hein. Il faut être clair, on se croit increvable. Et puis quand on a passé les 40, on commence à morfler, quoi. Ouais. Non, mais t'auras mal au dos, t'auras mal au bras parce que avec ta Cintiq ou ta tablette, tu fais tout le temps les mêmes mouvements. T'as des mauvaises postures sur ta chaise, donc t'as tes yeux rivés sur l'écran. Si tu t'occupes pas de ton corps, tu vas le payer à un moment ou à un autre, quoi. C'est obligatoire. Donc c'est presque un investissement, et le jour où tu commences à avoir mal, que tu as une tendinite de poignet ou que tu as un mal de dos, bah tu pourras plus produire comme tu produisais avant, et c'est terrible, quoi. J'en connais des gens qui ont une tendinite et qui sont obligés d'arrêter toutes les 2 heures parce qu'ils peuvent plus travailler, quoi. Je trouve ça fou de se dire qu'on en est arrivé à enregistrer un épisode pour dire bougez votre fion, quoi. En fait, c'est genre c'est tellement un peu la non, balle, mais c'est juste vu résumé comme ça, d'accord, mais quelque part on parle simplement de mouvement, et que de jamais oublier qu'on a un corps et que ce corps-là est fait pour se mouvoir et pas fait pour rester figé, hein. Si vous connaissez les films Pixar, il y a le film avec le petit robot, c'est comment ça s'appelle ? C'est Wall-E, voilà. Dans Wall-E, voilà, vous avez un petit peu la projection de ce que peut devenir l'humanité. Ouais, c'est horrible. Et voilà, parce qu'on ne bouge plus notre cul. Mais en gros, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut toujours essayer de mettre du mouvement dans tout ce qu'on fait. Donc ça peut être du mouvement intellectuel, ça peut être du mouvement physique. Mais c'est vrai que c'est important, parce que le mouvement, bah c'est une recherche d'équilibre. Ben non, mais c'est une recherche d'équilibre par le déséquilibre. La vie, la vraie, au champ. Je fais des pubs maintenant. Non, mais c'est hyper. Non, mais c'est blague à part, c'est vraiment hyper important, cette histoire d'équilibre dans le déséquilibre. Ah oui. C'est parce qu'on est toujours confronté à. Bah c'est ce qu'on parle souvent, le shit happens dans une journée. Ouais. Voilà, il y a toujours une connerie qui va arriver. En fait, faut être capable d'esquiver, de se déséquilibrer pour se remettre en équilibre, parce qu'en fait, la vie, c'est pas. On va encore citer un truc, c'est pas un long fleuve tranquille, évidemment. Voilà, il se passe toujours des trucs, et il faut pas attendre le moment où ça pète, quoi. Voilà. Ah, on est des bestioles. On est des bestioles. On a besoin de courir. Le mouvement appelle le mouvement, hein. Ça. Attends, on a le même ADN que les hommes des cavernes, et les mecs, ils étaient pas assis devant un écran. Workshop Mammouth pour le Patate Club. Allez, c'est parti. T'es assis devant le feu. Les mecs, ils grimpaient aux arbres, ils chassaient les mammouths. Bon, ils mouraient à 25 ans, mais mais ils étaient en action, quoi. C'est actif, on a le même ADN, hein. C'est génétique, hein. On a besoin de. Je me demande si c'est pas plus compliqué pour les personnes dans nos métiers qui sont citadins. Et je crois que beaucoup de personnes qui font les métiers dans les métiers créatifs se retrouvent souvent dans les villes. D'où parce que c'est là qu'il y a le travail, c'est là où il y a la culture, c'est là où c'est dynamique. Mais il y a pas de forêt. Mais ouais, donc du coup, on a d'un côté le plaisir culturel et le dynamisme professionnel, mais du coup de l'autre, on n'a pas la nature. Et peut-être que les personnes qui sont plus en campagne sont peut-être plus connectées à leur corps, mais que peut-être ce qui leur manque, c'est peut-être la stimulation culturelle. Donc alors bah oui, il y a toujours un truc, hein. On doit tous avoir une maison en campagne, voilà, comme ça et on va en courant. Ouais, exactement. Non, mais c'est vrai que quand même le contexte urbain n'aide pas. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on est obligé de conscientiser je sais pas. Ramener à l'esprit. Je sais pas ce que tu dis, Jérémy, parce que moi je vois les salles de sport, mais ça fleurit partout, quoi.
Ouais. Et puis les activités sportives, les clubs de sport. Ça, on a besoin de se retrouver. Non, mais c'est fou quoi, les clubs de sport. Ouais, je fais partie du club d'escalade à Bagnolet où j'habite. Il y a le forum des associations il y a quelques week-ends, mais il y a des dizaines et des dizaines de clubs de sport quoi. Tu peux pratiquer. Donc en fait en ville aussi il y a des tas de possibilités. Hein. Ouais. Ouais, mais peut-être que les personnes, je vais continuer à faire l'avocat du diable, peut-être que les personnes qui font des métiers comme les nôtres, on n'est pas souvent peut-être très attiré par le sport. Je sais pas, je dis peut-être une grosse bêtise. Quelle caricature Ouais, quelle caricature. Mais c'est une caricature, mais il y a peut-être un peu de ça, non, que c'est voilà qu'on n'est peut-être pas. Je sais pas. Moi je crois pas. Moi perso, non, je crois pas ça. Parce que voilà, j'ai plein d'exemples de personnes qui font exactement le même métier que moi et justement qui, comme Claude. Bah, tu fais bien de me contredire, mon ami. Des activités sportives et voilà, mais c'est bien. Voilà, je sais pas dire. Ouais. Claude, tu voulais dire quelque chose? Non, ça va. Je sais pas. Là, c'est super, c'est terminé. Allez, ciao. non, mais le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on... Non. Le mot de la fin, ouais, ça serait, moi je dirais que, je l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, c'est que c'est pas la peine de faire des marathons, quoi. C'est juste de prendre le temps de t'occuper un peu de toi physiquement. Ouais. Ça peut être du yoga, de la piscine, ça peut être marcher en forêt comme disait Laurent, ça peut être et puis après ça peut être un peu plus sportif aussi hein, mais c'est prendre le temps d'écouter ton corps et je pense que le corps te le rendra. Le rendra au centuple dans ta créativité. C'est ça, puis se méfier de la pénibilité de notre travail, parce qu'on a l'impression que c'est un travail où on fait pas énormément d'efforts physiques, mais en réalité on fait subir à notre corps des impacts sur le très long terme qui peuvent être vraiment très dommageables. C'est surtout ça. Écoutez les anciens, les auditeurs et les auditrices qui sont plus jeunes. J'ai l'impression de se regarder les deux vieux dans le Muppet Show là. Tu sais, oh là, les jeunes, si, ça va. Faut bouger, hein, les gars. Ah, vous remercierez dans 10 ans. Vous ferez votre propre expérience, mais je pense que vous rejoindrez notre discours, c'est sûr. Ouais. Attends, il faut savoir que tous les jeunes qui nous écoutent seront un jour vieux. Exactement. Et ça, c'est on leur souhaite, hein. On leur souhaite. Les gars, vous êtes pas vieux, là. Attends, t'as quel âge, Claude, toi? Ah non, je dis pas. On n'a pas le droit, on n'a pas... Là, allez, ok. Non. Je le dis doucement. 52 ans. Ah ouais. Non, j'ai 6 ans de moins que Claude, voilà, vous ferez le calcul. Ah cool. Non, ça y est, je suis grillé. Bon, sur ces mathématiques. Merci beaucoup, Claude. C'était très très cool de débuter cette petite mini-série. Oui, parce qu'on ne fait que débuter. Oui. On va revenir avec Claude. On fera un épisode tous les mois. Donc, les petites clauderies entre amis. Alors, on ne sait pas encore de quoi on va parler le mois prochain, mais en tout cas, soyez au rendez-vous. C'est une des petites surprises qu'on avait envie de lancer, hein, cette reprise et d'adresser vraiment des sujets très très concrets liés à nos métiers, à débuter par cette histoire de corps qui nous travaille, qui me travaille personnellement en ce moment. Regardez, j'ai rendez-vous chez mon ostéopathe demain. Donc, je dis mon ostéopathe, mais en fait, c'est grosso modo la première fois que je vais y aller. C'est un ostéopathe qui fait craquer ou pas? Non, normalement, ils font plus ça. Hein. Je te dirai ça après-demain. Ça marche. Mais ouais, je trouvais que c'était important. Et puis aussi, comment débuter les clauderies avec toi, Claude, en occultant cette année que tu viens de passer. Je trouvais que c'était important de revenir sur cette année que j'ai suivie en pointillé et que je trouvais folle, vu de partage. Ouais. On en a parlé une fois et on n'en reparle plus. Hein. C'est du passé. C'est ça, voilà, c'est fait. On passe à autre chose et voilà. Ouais. On regarde vers l'avenir désormais, mais on a besoin de savoir d'où on vient pour savoir où on va. Et donc voilà. Merci pour ça. Et on vous donne rendez-vous le mois prochain. Merci beaucoup, Claude. Merci beaucoup, Laurent. Prenez soin de vous. Ciao.
Merci d'avoir écouté Sens Créatif. Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode avec vos amis ainsi que sur vos réseaux sociaux. Retrouvez toutes les infos sur le site www.senscreatif.fr ainsi que sur Instagram @senscreatif_podcast. Sur ce, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, restez créatifs et surtout, n'oubliez pas, everything is connected!